Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré. Et en direct jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'homme qui veut apporter l'électricité à toute l'Afrique. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Oui, bonsoir. Ancien ministre d'État à l'Environnement, ancien ministre de l'Économie, de la Ville, fondateur de l'UDI. Vous avez quitté tout ça, vous avez quitté la politique pour créer cette fondation énergie pour l'Afrique. Une fondation qui a pour objectif d'amener le courant dans tout le continent. Vous allez nous expliquer comment. On a du temps, on est ensemble jusqu'à 20h. Pour vous interroger, voici les trois grandes voix d'Europe 1 de ce soir. Catherine Ney, Arlette Chabot et Serge July. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Borloo. Jean-Louis Borloo, ça paraît une montagne infranchissable, un Everest. Vous dites il faut électrifier l'Afrique et un continent. Et vous nous dites c'est possible. Il y a 1 milliard d'habitants en Afrique, il y a seulement 18% d'entre eux qui ont accès à l'énergie. Vous dites on peut y arriver, on peut apporter le courant dans tout le continent ? D'abord, posons le problème assez simplement. Ce continent, c'est chez nous. Enfin, c'est 14 km de l'Europe. C'est quelques encablures de la France par la mer. C'est nos frères, notre culture. Et ce continent vit un défi unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'une telle magnitude un choc démographique. Jamais. C'est pas aujourd'hui pour demain. Ça a déjà commencé. Imaginez qu'entre l'indépendance, en gros, et 2045, c'est-à-dire après-demain, l'Afrique subsaharienne sera passée de 180 millions d'habitants, d'enfants, de mamans, à 1,8 milliard. 10 fois. 10 fois. Subsaharienne. Et le continent, globalement, dans une période plus courte, là, va passer de 1 à 2 milliards. Bon. Donc, c'est un événement d'une importance considérable, qui devrait, en tant que tel d'ailleurs, mobiliser toutes nos énergies, voir ce bouillonnement, ses conséquences, ses extraordinaires opportunités et ses risques. C'est un défi inconnu dans l'histoire de l'humanité. Puis il y a un deuxième défi absolument inconnu, c'est qu'on ne s'est jamais retrouvé dans une situation où, dans un continent, vous avez 18, c'est en zone rurale, 25% d'accès à l'électricité ou à la lumière seulement, c'est-à-dire une maman sur 4. Et quand on sait que l'électricité, c'est l'accès à l'eau, un chiffre. Les mamans d'Afrique font 400 milliards d'heures de marche par an pour aller chercher de l'eau. Juste ce chiffre. C'est l'accès à l'autosuffisance alimentaire. Ce continent qui a 65% des terres arables du monde, de la planète, n'a pas d'autosuffisance alimentaire du fait de l'électricité. Enfin, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité. Alors qu'il y a le soleil, il y a tout. Alors que c'est le plus grand potentiel d'énergie de l'histoire de l'humanité. Mais le défi, c'est quoi ? C'est la confrontation entre ça et l'information. Au même moment, ce continent est surinformé. Les jeunes gens, jeunes filles du continent africain savent ce qui se passe ailleurs. L'information est partout. 22% d'Internet, accès à la télévision, même s'il faut faire 40 km pour aller voir. Savoir qu'il y a un autre monde, savoir qu'il y a un monde de lumière, savoir qu'il y a un monde de sécurité, savoir qu'il y a un monde d'emploi. Oui. Quand il y a 750 millions de portables... Mais alors justement, les gens se disent comment il peut dire qu'il y a des portables alors qu'il n'y a pas d'électricité ? Parce que le portable se recharge par un métier qui s'appelle chargeur de portable. Premier métier du continent, l'Afrique. Mais d'ailleurs, Alors, Nicolas Poincaré... Pour nos auditeurs, racontez-nous D'ailleurs, comment ça se Nicolas passe. Poincaré vous l'a probablement jamais dit, mais il avait ouvert un petit restaurant à Ouagadougou. Alors si Jean-Louis Borloo commence à confier les secrets... Et il l'a fermé faute d'énergie et d'électricité. Ouais. C'est ça la vérité. C'est vrai, j'avais fait Il n'y un a petit pas- business solidaire à Ouagadougou qui a Exactement. fermé. Il y a plein de gens qui ont fait. À Vous cause des coupures vous ne d'électricité. pouvez pas avoir de développement de services sans une énergie permanente. Même dans les capitales, vous avez des coupures permanentes. On parlait du Stromae, dans le Stromae, concert, a été interrompu à Dakar. Et c'est à Dakar, c'est en centre-ville. Enfin bref. Bon. Donc là, on est confronté à un problème qui est assez simple. Devant nous, ce continent a cette croissance extraordinaire avec des espaces géniaux, une énergie formidable, un mélange culturel extraordinaire. Enfin, c'est quand même fantastique. Et en même temps, c'est probablement le plus grand drame qui se prépare parce que pensez une seconde qu'il y aura cette confrontation, ce monde sans lumière et sans électricité, totalement surinformé, qu'il ne va rien se passer, est une blague.
Il faut bien avoir en tête qu'à cette heure-ci, à l'heure à laquelle je vous parle, vous avez pas 30 000 migrants, pas 150 000, vous avez toute une jeunesse africaine qui a pris le chemin de la lumière, le chemin de l'Afrique du Sud d'abord. Vous avez vu, l'autre jour, j'étais... Il y a une migration vers l'Afrique du Sud. Mais ça se passe très mal. J'étais à l'anniversaire du président Zuma il y a 15 jours à Durban. Il a arrêté notre entretien parce que le ministre de l'Intérieur l'a informé de 62 morts dans la matinée du dimanche. Parce que l'arrivée des Kenyans, des Béouins, je veux dire, c'est l'Afrique du Sud, mais c'est aussi la marche vers les... On parle tout le temps de l'Europe, il y a l'Afrique du Sud, entre autres. Mais le problème, c'est le nomadisme mondial. Le monde est informé. Donc les écarts de possibles, les écarts de vie, les écarts de richesse, les écarts d'éducation ne sont plus supportables. L'humanité n'a pas le choix autre que de réduire réellement la très grande pauvreté du reste de l'humanité. Voilà, c'est pas possible autrement. Et nous assistons à un nomadisme, et vous l'avez près de la tête, vous l'avez dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Ce qui est en train de se passer, c'est le nomadisme africain. Les frontières n'ont d'ailleurs plus beaucoup de sens, des États-nations qui ont été constitués au moment de l'indépendance, vers la lumière. Alors la lumière des capitales, la lumière en Afrique, la lumière en Sud-Afrique ou Afrique du Sud, évidemment la lumière de la péninsule arabique et majoritairement la lumière de l'Europe. Oui. Mais ça, c'est une vieille idée. Vous l'avez lancé à Copenhague. Oui, mais quand même, Jean-Louis Borloo, pardon, mais certes, ceux qui nous écoutent doivent dire, alors, le problème, il est simple, vous l'expliquez bien, il est posé, et il a fallu attendre Jean-Louis Borloo pour dire, on va faire... Non, mais c'est pas du tout désagréable. Hein. Ah bah c'est pourquoi c'est plutôt agréable comme question. Mais il a fallu que vous preniez le problème en main, que vous chargiez de cette énorme mission de convaincre, de trouver de l'argent, des financements, on va en parler. Si vous n'aviez pas été là, il ne se serait rien passé ? Si, il se serait passé. Parce que quand une idée est juste, disait Victor Hugo, elle s'impose quand le moment est venu. Voilà. Il se trouve que le moment est venu. Alors il y a à ce moment-là, vous avez vous avez des individus, des hommes et des femmes qui ont 10 minutes d'avance ou qui ont plus de temps, plus de disponibilité, parfois quelques expériences personnelles, enfin bref, des raisons. Mais en réalité, si j'étais juste en train d'expliquer, vous êtes idiot, il faut faire... Enfin, tout ça, c'est des blagues. C'est l'intuition de tout le monde. Quand je suis moi dans la rue, en France, mais il n'y a pas qu'en France aujourd'hui, je vois bien les gens dans la rue qui m'arrêtent. Tout ce que je dis, au fond, tout le monde le sait. Voilà. Alors on s'en occupe pas parce que tous les jours, on prend les mêmes chemins, on a nos habitudes, il y a le boulot, enfin il y a tas de choses. Ce que je comprends très bien, moi. Il faut qu'il y ait des gens qui aient un peu de temps, au fond, un peu de liberté. Vous avez dit que vous avez eu cette intuition, un jour vous partiez en Afrique, la nuit, en survolant le continent noir, eh bien tout était noir. C'est-à-dire que... Voilà. Oui, alors vous savez, il y a toujours une convergence, mais une fois de plus, mon cas n'est vraiment pas intéressant. Il y a une anecdote qui m'a marqué quand même, parce que qui peut intéresser les auditeurs. Chef d'État africain m'avait invité en 2008 pour voir comment on peut utiliser les conventions climat pour aider au développement de l'Afrique, qui, elle, est la première victime du dérèglement climatique avec le Bangladesh. Bon, en gros, nous on émet, et eux ils trinquent. C'est quand même à peu près comme ça que ça se passe. Bon. Et là, j'avais expliqué un peu ma vision de l'Afrique. J'arrive dans une soucoupe volante avec ma famille. Où est-ce que je m'installe sur la planète ? Alors, je décris tous les continents. Puis, je dis, finalement, c'est vraiment là qu'il y a les plus belles forêts, les plus beaux fleuves, enfin, tellement les plus beaux rires, plus belle culture. Sauf que c'est dans le noir. Bon. Dès que j'explique mon truc, très bien. À minuit, dans ma chambre du Laïco à Ouaga, on frappe. Le président de la République centrafricaine, que je ne connaissais pas, Gaillard, président François Bozizé. Il s'assied, il me dit, vous savez, le ministre, la colonne Leclerc, elle est partie de chez moi. En fait, c'était d'abord des gars de chez nous qui ont fait la colonne Leclerc. On est monté se battre, on a croisé Rommel, on est allé en Syrie, on a libéré Paris et Berlin. Eh bien, à celui de ces enfants-là, qui ont libéré Paris et Berlin, la dernière turbine du barrage de Boali vient de casser. Nous sommes passés de 3% d'accès à la lumière dans mon pays, et notamment à Bangui. À cette heure-ci, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a 11 000 abonnés à l'électricité dans une ville de 600 000 habitants. Je ferme la parenthèse. Et il me dit, vous savez, moi je vais être viré. Mon successeur sera viré. Le successeur de mon successeur sera viré. Parce qu'un pays qui n'a pas de lumière n'est pas un pays. Et à rajouter cette phrase,
n'oubliez jamais, et là il m'a tutoyé, n'oublie jamais Jean-Louis, que obscurité, obscurantisme, c'est le même mot. Alors c'est vrai qu'il y a des événements, celui-là est particulier, qui m'ont un peu frappé. Mais la seule question qui compte aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'on a intérêt à ce qu'il y ait de la croissance en Afrique. On est au bout de la rue, que le potentiel de croissance est gigantesque et que le relais de croissance de l'Europe est là. Et puis on a aussi compris que le drame, il est en train de se nouer en ce moment, dans les mois et semaines qui viennent. La seule question, c'est quelle est la méthode, comment on fait, comment on s'organise. Justement, voilà la question qu'on vous pose juste après une première pause. Le Club de la Presse d'Europe 1. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Jean-Louis Borloo, qui préside la Fondation Énergie pour l'Afrique et qui est ce soir dans le Club de la Presse face à Catherine Ney, Arlette Chabot et Serge Julie, qui ne manque pas d'énergie, voilà. Précise Serge Julie. Alors vous aviez posé vous-même la question juste avant la pub, Jean-Louis Borloo. Électrifier l'Afrique, certes, mais comment on fait? Combien ça coûte? Je peux rajouter à cette question un élément. Il y a énormément d'argent qui est mobilisé dans le monde, en particulier en Europe, pour aider le développement de l'Afrique. Est-ce qu'ils ont dans les mauvais tuyaux, dans les mauvaises poches? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça aille dans les bonnes poches, dans les bons tuyaux? On est dans de l'aide de développement de la période antérieure, où on mettait sur un pied d'égalité, pour des raisons d'ailleurs morales, un peu humaines, un peu tout. C'est qu'il fallait qu'on traite à la fois l'éducation, les hôpitaux, l'eau, l'assistance alimentaire immédiate, enfin je veux dire tout. Bon. Et puis l'aéroport, et puis les lampadaires dans la capitale, et puis ce qui se voit, et puis. Bon. Et donc il n'y a pas de stratégie. C'est un saupoudrage. Et si vous prenez l'exemple de l'Europe, pas vous embêter avec les chiffres, ben on est en gros à une trentaine de milliards. L'aide au développement, 30 milliards. Dans le monde. Dans le monde. Mais l'Afrique, c'est très significatif, c'est les 2 tiers. De moins en moins, mais quand même. Bon. 18% pour l'aide à la démocratie locale. 4% pour l'eau et l'énergie. Ça vous donne simplement une idée de l'erreur. Bon. Mais la démocratie locale, c'est la démocratie des poches. C'est la démocratie, non, c'est on prend des consultants pour voir comment on réforme la Constitution, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est. Mais moi je veux dire, ma position elle est très très simple. Hein. La démocratie sans lumière, ça n'existe pas. C'est la lumière qui apporte la démocratie et pas l'inverse. Quelqu'un d'autre a eu cette phrase historique. Je ne savais pas. Les soviets et l'électricité. C'est Lénine, bien sûr. Je ne sais pas s'il avait mis le mot démocratie, il lui avait mis communisme. Non, les communistes, c'est les soviets et l'électricité. Enfin bref, on sait que la base, ce qui a changé ou ce que j'ai un petit peu induit, c'est que l'électricité, c'est pas une matière comme les autres, c'est le prérequis des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau sans électricité, sauf si vous êtes juste à côté d'un puits qui est bodable. Enfin, tout ça, ça n'arrive pas. Il n'y a pas d'eau potable, en tous les cas, sans électricité. Il n'y a pas d'emploi sans électricité. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est un prérequis. Il faut avoir donc une stratégie sur l'électricité. Or, l'électricité, c'est techniquement très facile à faire. Mais c'est méthodologiquement très compliqué. Pourquoi, au fond, ce continent en est à ce point par rapport aux autres continents du monde? Il y a une vraie... Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du vent. Le paradoxe, c'est le continent qui a le plus gros potentiel. Et c'est le continent qui, alors que le standard mondial, c'est 92%, enfin, à peu près partout, il reste quelques petits endroits, en Malaisie, mais enfin, globalement, le monde entier est équipé. Pas l'Afrique. Pourquoi? Il y a une raison qu'il faut analyser, qui est que l'électricité, c'est l'enfant des vieilles nations. Parce que vous n'avez pas d'électricité, qui est au fond un bien public, même si vous le faites faire par le privé. Il vous faut une administration publique et de l'argent public. Parce qu'en fait, l'électricité, au démarrage, ça ne se fait pas sans une part de subvention. Pensez que c'est la rentabilité intrinsèque des capitaux investis, diraient les libéraux, ou que c'est par de l'emprunt de banques internationales, y compris de développement, que vous pourrez rembourser l'investissement de base de l'électricité, est un énorme mensonge. Donc des jeunes nations qui ont moins de 50 ans, qui ont une faiblesse d'administration, puis d'ingénierie publique, un pouvoir d'achat des populations très faible, d'autant plus faible que l'habitude de payer un service n'est pas acquis.
Donc non, il faut analyser pays par donc pays. Il faut inverser. Donc si il j'ai faut bien compris un certain nombre de facteurs. Et alors, 3 choses. La première, c'est que tout le monde se dise clairement, chef d'État africain, patron des commissions sous-régionales africaines, opérateurs européens, américains, japonais, tous ceux qui s'intéressent à l'évolution du monde, et chinois, se disent, est-ce que oui ou non l'énergie est la priorité ? Aujourd'hui, c'est le point auquel nous sommes arrivés. Tous les chefs d'État africains que j'ai rencontrés, c'est-à-dire 37, donc que j'ai rencontrés personnellement, tranquillement, chez eux, dans leur bureau et dans leur capitale, tous, et vont bientôt faire une déclaration, tous disent, OK, c'est notre absolue priorité. Certains n'en étaient pas convaincus, Jean-Louis Borloo ? C'est pas qu'ils n'étaient pas convaincus, c'est qu'au fond, c'est tellement compliqué. Vous appuyez sur le bouton, il ne se passe rien. Comment voulez-vous que M. Kabila, président de République démocratique du Congo, qui a sur son sol le premier potentiel hydraulique du monde, dans son pays tout seul, puisse développer Inga 3 base sud ? C'est impossible. C'est pas raisonnable. Surtout, c'est un projet qui est par nature transnational. Enfin bref, bon. Donc c'est pas possible. Mais c'est vrai du tout petit projet décentralisé dans un petit village. Clé du donc il faut qu'il y ait l'accord de tous, c'est l'accord de chacun des chefs d'État africains, des Européens, des Américains et au fond des populations. Parce que les décideurs, si la population ne bouge pas, il ne se passera rien. Bon. Je crois que ça, c'est un point totalement acquis. C'est-à-dire qu'ils vont lancer un appel ? Non, mais ce qui est totalement... Oui, la déclaration. Non, mais il y a une déclaration. J'ai préparé. Enfin, tout ça, ça avance. Mais ça ne suffit pas, tout ça, bien entendu. Deuxièmement, sur la méthode. Oui, il faut une ingénierie publique de haut niveau au service de chacun des pays africains. Vous êtes obligé de mutualiser la compétence d'ingénierie publique pour standardiser les réglementations. Bref, il faut une agence qui fasse intergouvernementale et qui garantisse pays par pays au service de chacun des projets qui peuvent être infra du pays, plus petit que le pays, ou supranational, les connexions, etc. Bon. Il faut troisièmement... Des africains aussi. Oui, mais ça, des Nations cette Unies agence de l'électricité. Oui, alors ça existe déjà, mais c'est forcément une affaire africaine. La vérité. Oui, non, mais des Nations Unies africaines de l'électricité. Non, mais ça va être une agence africaine de l'électrification, avec les compétences africaines. Vous avez des gens exceptionnels sur la compétence. Et troisièmement, il faut que ça soit le tiers de confiance qui, au fond, valide et soutienne, qui fédère tous les financements de nature différente, des financements qu'on appelle très concessionnels, des banques de développement, en gros où le remboursement est assez lointain, bon, du classique banque de développement, du privé intégral, du PPP, enfin bref, tout ce que le monde est surfinanciarisé. Le problème, c'est l'organisation. Et apporter les 3 francs 6 sous, c'est-à-dire que la part de subvention indispensable pour que l'ensemble des crédits se mettent vraiment en mouvement. Parce qu'il manque toujours 20%, 15%, 25% pour rendre possible, finançable, l'ensemble de ces opérations. 3 francs 6 sous. C'est rien, c'est une banque. 3 francs 6 sous, 3 francs 6 sous. Non, 300 6 sous, je vais vous dire combien. Le besoin, je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui, on est capable de lever 250 à 300 milliards sur les projets, sous réserve d'avoir une cinquantaine de milliards de subventions. Et 3 francs 6 sous, c'est 50 milliards. Mais oui, non, mais... 50 milliards. C'est 50 milliards d'abord. Non, mais 50... Non, mais attendez, de quoi on parle ? 50 milliards sur 10 ans. Sur 10 ans. C'est 46 milliards, c'est le plan de rénovation urbaine des banlieues françaises. Bon, il s'agit là d'un problème de continent à continent. Si on rapportait ça à la population américaine, japonaise et européenne, c'est $5 par an, par habitant pendant 10 ans. Mais on a de toute façon les financements, nous déjà dans le budget européen. Les restes à liquider, c'est-à-dire ce qui a été voté, financé, non dépensé, l'essentiel étant en Afrique du Nord, 4 milliards par an. Les imprévus, 1 milliard. Enfin, donc, on n'a même pas besoin de modifier la maquette. C'est où est-ce qu'on affecte, où est-ce qu'on met les priorités de nos financements. 50 milliards, c'est le prix. Comment on fait ça? Il faut encore l'expliquer. À tout de suite. Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré. Et le Club de la Presse d'Europe 1 reçoit ce soir Jean-Louis Borloo, l'homme qui est allé voir un par un chez eux 37 des chefs d'État africains pour les convaincre que la priorité absolue, c'était de mettre tout sur l'électricité. C'est votre projet à la tête de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Vous nous l'expliquez, Jean-Louis Borloo. La question qu'on se posait, c'est comment on fait? On commence par quoi? On attaque. Alors, le coût, vous venez d'en parler, vous nous dites c'est 50 milliards.
on peut le trouver, on a assez d'argent pour ça. Enfin, franchement, à l'échelle du drame ou de la chance qui se noue, 3,5 milliards par an pour l'Europe et 1,5 milliard pour les États-Unis, qui a annoncé Power Africa à 7 l'autre jour. Enfin, on est totalement dans l'épure basique. Enfin, franchement, bon, ça, je rappelle. Mais après, faut le faire. Non, mais attendez, je rappelle juste pour qu'on se dise. Quel est l'investissement le plus rentable en Europe ? Le plus rentable ? Est-ce que c'est le plan Juncker à 150 milliards ? Ou est-ce que c'est ça ? Quand on sait que quand l'Afrique passe de 5 à 10%, c'est 2% de croissance en Europe, 2% de croissance en Europe, 1 point de croissance, c'est 100 milliards. Donc je veux dire, de manière rationnelle, le comptable le plus obtus ou le financier le plus brillant sera au moins d'accord sur un truc. Si j'ai 100 balles aujourd'hui en Europe, où je le mets pour ma croissance, ma sécurité, je le mets là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'endroit où vous allez le mettre de Jean-Louis plus pertinent. Borloo, donc vous avez fait le tour. Oui. 37 chefs d'État africains. Oui. Vous avez fait les 28 chefs d'État et de gouvernement européens pour leur dire investissez, non, parce c'est qu'après payant. C'est un problème de méthode. Alors, on commence par convaincre chez soi, ce que j'ai fait en France, parce que Hollande. si vous convainquez pas, donc, mais en France, c'est les syndicats, le patronat français, le MEDEF, qui a d'ailleurs désigné quelqu'un qui fait le tour de Business Europe. Business Europe sur le patronat européen, avec la belle italienne là, qui préside le Parlement, et qui vont d'ailleurs en parler la semaine prochaine, absolument. Nos amis italiens, évidemment, avec des affaires étrangères. Zygmar Gabriel, l'allemand, parce que c'était mon copain de l'époque, mon collègue de l'époque 2008-2000, donc j'ai fait le pas plus un. Puis évidemment, le président du Parlement européen et le président de la Commission européenne. Sur les financements, donc là, on a eu des réunions de travail. Et ce que j'ai compris, découvert, c'est que, vous voyez, vous avez le sommet de l'Union africaine l'autre jour, fin janvier. Je discute avec les gens de la Commission, je dis, mais on pourra peut-être continuer la conversation à Addis Abeba. Personne. Ni le président de la Commission, ni la chef de la diplomatie, ni un commissaire développement. Pas plus de ministres des Affaires étrangères européens, pas plus de chefs d'État européens. Ouais, mais ça, c'est la panne européenne. Est-ce qu'il y avait les Chinois ? Oui, il y avait les Chinois, il y avait 3 représentants de gouvernement, il y avait 2 Indiens, il y avait 2 Brésiliens, il y avait... Ce que je veux dire, je veux pas critiquer, parce que je pense qu'on est en train de basculer complètement. Donc, on veut pas mais le fait que nous n'ayons aucune stratégie sur le continent qui nous est le plus proche géographiquement, le plus proche culturellement, celui qui va doubler sa démographie, donc un train démographique avec ce qu'on appelle le dividende démographique, ou qui va être vis-à-vis de nous, on va le vivre comme une vague, non pas d'immigration mais de submersion. Discuter avec les équipes de la présidence du Parlement, enfin, qui est un débat du Parlement des peuples d'Europe avec les peuples d'Afrique, enfin, dans des démocraties, les opinions. Oui, mais donc ce qui me frappe, si, c'est en train. Moi, je vois. Écoutez, regardez bien, en 3-4 mois, je suis assez fasciné de voir à quelle évolution les choses se vont. Mais moi, je suis pas en train d'expliquer aux Africains que l'énergie c'est décisif. Non, des Européens. Non, mais je reviens juste sur la remarque parce que je ne voudrais pas qu'elle m'ait entendu. Parce qu'au fond, tout ça, il l'intuite. On fait des travail. Attends, on peut vraiment le faire. Alors, quelles sont les modalités, l'organisation? Il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à des prises de décision qui soient immédiatement opérationnelles. Parce que une fois qu'on a fait des grandes déclarations de principe, des grandes pétitions, le seul truc qui est intéressant, c'est est-ce qu'en janvier 2016, la machine de ce grand plan pour l'électrification, la lumière de l'Afrique, se met en place. Pourquoi ça démarre en janvier 2016 Il faut que ça démarre en janvier 2016. Mais moi, je pense qu'il y a urgence. Mais pourquoi voulez-vous que je me dise si je réfléchis à janvier 2018, je vous garantis que tout le monde va vous payer. D'accord, mais alors, comment ça se fait que l'Europe ne répond pas? Mais elle répond, l'Europe. On a eu plein de réunions de travail. Moi, vous avez des réunions de travail, mais quand il y a le sommet d'Addis Abeba, il n'y a personne. Non, mais ça, c'était en janvier. On est au mois de mai. Vous savez, souvenez-vous, Solidarnosc. Solidarnosc, c'était quoi? C'était fini, la grève, le chantier naval. C'était fini, il n'y a pas de raison que... Mais c'est quoi? C'est juste un symbole. Tous les ruisseaux de la société polonaise, en fait, voulaient le changement. Les curés, les agriculteurs, les intellectuels. Donc là, le truc, là, j'ai le sentiment que tous les ruisseaux, des gens en Afrique, en Europe, dans la rue, les femmes sont décisives dans un plan comme celui-là. On a invité la maire de Paris avec moi. Nous avons invité les maires d'Afrique. Alors, c'était essentiellement francophones. À la mairie de Paris, ils sont venus. Une majorité de femmes.
la maire de Libreville, une majorité de femmes. Parce que le sujet de la lumière et de l'énergie, c'est d'abord un sujet des femmes. Elles ne veulent pas qu'il y ait ces migrations vers les grandes villes, enfin les grandes conurbations urbaines, ou vers l'Europe. Elles savent bien qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Les mamans, elles le savent, elles, plus encore que les garçons. Plus encore que les hommes. Donc, mon sentiment, c'est que c'est un mouvement général. Didier Drogba, qui m'a appelé, j'ai vu, je vois sa mère demain. Enfin, voilà. Et de toute façon, rien ne se fait si c'est pas, au fond, une évidence. Mais ça veut dire que c'est une espèce de course contre la montre. Un peu d'organisation, de méthodologie, en évitant les malentendus, les rumeurs, les incompréhensions, penser que c'est pas possible, penser que c'est cher, alors que c'est un investissement le plus intelligent à faire. Enfin bref, de la méthode, s'assurer que l'argent soit bien utilisé, qu'il y ait des équipes de haut niveau. Là, vous voyez, les documents, ça c'est la gouvernance de l'organisation de l'outil. C'est-à-dire de l'agence, quelle est l'organisation, où est-ce qu'on met, quelle équipe dirigeante? On sait déjà qui va prendre. Et vous n'avez on a plan 1, plan 2, plan 3. Et il n'y a que 3 feuilles, c'est pas comme le code du travail en France. Oui. Mais on n'a pas. C'est pas comme le code du travail. J'ai sa documentation, mais l'accord politique. Il faut que ça vienne de l'Afrique. C'est les États africains qui décident ensemble une organisation technique, un tiers de confiance pour tous. Et qui est ces capacités-là? À ce moment-là, l'Europe, les États-Unis répondent. Il n'y a aucune espèce de doute sur cette question, ou alors on deviendrait complètement dingue. Et la corruption, ça vous fait pas peur? Non, ça ne va pas bloquer? Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mamans d'Afrique pour les mamans de France. Ce qui m'intéresse, c'est l'emploi en France. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de notre pays. Et donc, s'il y a une corruption dans un pays, les gens du pays ne vont pas en plus payer la double peine. Donc, je veux dire, il faut que le système soit organisé pour qu'il y ait des systèmes de contrôle, c'est tout. La Banque africaine de développement, qui est une très grande banque de financement des infrastructures, qui est dirigée par Donald Kaberuka, on ne parle pas de corruption, il n'y en a pas, et puis voilà. Après, c'est un problème de méthode. Bon. Vous parlez toujours des mamans. Quand vous lancez la rénovation urbaine, vous parlez des mamans pour leur logement, et maintenant, c'est le même langage. Et oui, parce que je crois vraiment au rôle absolument fondamental dans la cellule de base de la femme. Oui. Alors, en Afrique, plus qu'ailleurs. Jean-Louis Borloo, concrètement, 1er janvier 2016, il faut que ça soit parti, dites-vous. C'est-à-dire que... Ouais. Non, mais c'est le 17 janvier, on vous dira, on vous en voudra pas. Mais concrètement... Mais j'en sais rien. Moi, je me mets des objectifs de temps impossibles. Ça veut dire la première chose... Parce que si vous ne mettez pas tout sous pression, il y a tellement de difficultés. Si vous n'avez pas de vitesse, demain matin je repars. L'autre jour j'étais à Abidjan, on me dit Madame Zouma voudrait voir demain à 11h40. Il y a 8000 km ouest-est. Il n'y a pas de vol commercial. Faut que je me démerde. Voilà. Et ben j'y étais. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et il faut mettre tout le monde sous pression. Si vous ne mettez pas des délais, j'ajoute qu'il va y avoir une conférence à Paris. Bon. Le climat, mois de décembre. Ouais, bon, alors, conférence, si on veut réduire le CO2, il faut réunir les patrons des 8 grands secteurs d'activité qui émettent et les 8 pays qui émettent. Pas besoin d'être à 192. Bon. Vous voulez dire que c'est un barnum, quoi? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a un travail qui doit être fait. Mais de toute façon, ça fait 10 ans qu'on continue à émettre, ça fait 10 ans qu'ils morfent, ça fait 10 ans qu'on... Pas 10, mais 8, qu'on a dit qu'on mettrait 10 milliards, on les a pas mis. Bon. Donc, en plus, j'en ne parle même pas de ça. Bon, dire la moitié de la promesse de don de l'époque en faisant un write-off, en oubliant ce qu'on n'a pas mis depuis 5 ans, c'est un deal qui me paraît correct. C'est aussi aider à ce que cette convention ait un sens et un peu de tenue. J'ajoute, presque ce qui est le plus important pour moi, c'est que pour moi, c'est un programme de supplément d'âme. C'est-à-dire l'Europe s'ennuie. La France s'ennuie et a peur. Vous n'allez pas persuader des valeurs de la République en envoyant juste des gens discuter, école par école, dans les classes pour expliquer à quel point la République est belle, quand elle n'a pas de projet comme ça. Un projet comme ça, c'est réconcilier les Français de souche africaine, d'origine arabe, les Français d'origine européenne, je ne sais pas comment on dit. Au niveau de l'Europe et du monde, c'est un projet extraordinaire de cohésion humaine, mondiale, mais française. Moi, je vois bien, j'étais à l'hommage de Claude Dillain à Clichy-sous-Bois il y a 1 mois et demi. Là. Je revenais, j'étais avec les gens, t'es un peu en retard. Bon. De toute façon, dans ces gens-là, m'ont pris dans les bras. On voit bien, il faut que
il faut que chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, on soit fier de notre République. Eh bien, la France, elle a en Europe un rôle historique, parce que c'est avec tous ses défauts, la France, mais c'est quand même le peuple qui est le plus acculturé Afrique. C'est pas un problème de francophonie, c'est ce qu'on est, voilà. On est un peu ça. Et ils nous ressentent un peu comme ça, même quand on les agace. Voilà. Et donc ce truc-là, même de manière cynique pour nos entreprises, quand je pense qu'on faisait 16% de l'activité subsaharienne, enfin d'Afrique, il y a 20 ans, les Chinois 2, ils font 18, on fait 4. Enfin, je veux dire, même pour ça, mais ça, c'est il faut réversible. avoir une oui, tout est toujours réversible dès lors qu'on s'organise un peu. Moi, je dois dire que les entreprises françaises, mais ça se fait au niveau des présidents. Enfin, ils n'ont aucun état d'âme, aucun doute. Comment on peut t'aider ou comment on peut vous aider? Vous avez besoin d'un avion, d'un truc. Enfin, c'est le gouvernement français aussi, d'ailleurs, pour dire les choses absolument clairement. Moi, si ça leur fait du bien par ailleurs, ça m'est complètement indifférent, c'est pas mon problème. Mais je suis parfaitement transparent, évidemment, avec le président de mon pays et son gouvernement. Mais c'est une initiative qui n'est pas gouvernementale, ce qui simplifie diplomatiquement beaucoup les choses. Mais ce que l'on ne voit pas encore, c'est la pose de la première pierre en janvier 2016. Écoutez, moi je pense que c'est quoi? C'est la devise de l'armée de l'air américaine. Ce qui est difficile, nous le faisons tout de suite. L'impossible prend un peu plus de temps. Alors, je pense qu'on est entre l'impossible et le difficile. Mais on va essayer de se mettre des dates. Je me mets des dates impossibles. À quoi elle ressemble la première paire? À quoi elle ressemblera la première paire? À quel moment on dira il a gagné? Mais non, mais que j'ai gagné ou pas. J'enlève le mot, ça va vous fâcher. Il a réussi à convaincre tout le monde. Alors, attendez, il y a deux choses. Ce qui est irréversible aujourd'hui, c'est que tous les chefs d'État africains sont d'accord ensemble pour quoi qu'il arrive. Ça, c'est irréversible. Bon, voilà. Et que je vois pas comment devant cet événement politique, alors que c'est notre intérêt de le faire, on tournerait le dos. Non, ça me paraît impossible. Voilà, c'est juste ça, c'est pas possible. C'est irréversible. Ça y est, dans l'esprit, l'état d'esprit de tout le monde, c'est parti. Vous savez, les choses se font pas dans le chantier naval, elles se sont faites ailleurs, à Cracovie, à Gliwice, enfin ailleurs, dans les églises, ailleurs. Vous savez pas comment tout ça ressortir. Moi, mon rêve, je peux vous le donner. Mon rêve, c'est que l'outil qui est en fait l'outil opérationnel, mais qui est aussi le déclencheur politique irréversible, on est le plus vite possible. C'est l'agence, c'est ça? Ben oui, mais bien entendu, évidemment. Mais les statuts sont prêts. Mais entre ce que je peux pas vous dire, le siège sera où, l'agence? J'ai mon idée, mais c'est les Africains qui décideront. Une fois de plus, c'est pas mon agence, c'est pas mon projet, c'est le leur. Quand je vais voir le président Mugabe, président du Zimbabwe, mais président de l'Union africaine en exercice, dont vous connaissez les relations avec l'Europe, ou du moins ce que... C'est pas un très grand démocrate, disons la réputation n'est pas extraordinaire, oui. Je suis allé le voir, on m'a traité de tout, mais je suis allé voir le président de l'Union, parce que, excusez-moi, c'est une affaire africaine. C'est le doyen et c'est le président pendant 1 an. Il m'a pris dans ses mains, alors on m'avait dit que j'allais... m'écouter 2 heures, les yeux fermés, sur le canapé, et il me relançait, il me posait des questions pertinentes. À la fin, il s'est levé, il m'a regardé, il m'a embrassé, il m'a dit « Mon frère, je vais persuader mes frères ». Ce que je veux dire, c'est, voilà, il se passe quelque chose. Alors après vous dire, mais je suis plutôt du genre à me mettre une surpression qu'une sous-pression. Voilà. Mon frère, Jean-Louis Borloo, est l'invité du Club de la Presse jusqu'à 20h. On marque une dernière pause. Il va rouvrir son resto. Le Club de la Presse d'Europe 1. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Jean-Louis Borloo qui préside la Fondation Énergie pour l'Afrique. Jean-Louis Borloo, je sais que vous aimez le foot, alors je vous dis, puisque vous présidiez le club de Valenciennes, le PSG et Francfort, c'est la finale de la Ligue des Champions féminines, sont à égalité 1-1. Il va donc y avoir des prolongations, on en parlera dans le flash de 20h. Et pour l'instant, on revient sur votre grand projet, l'électrification de l'Afrique, avec une question d'Arlette Chabot. Tous ceux, toutes celles qui nous écoutent doivent se dire, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que vous dites supplément d'âme, mobilisation bien sûr des chefs d'État en Afrique, mobilisation des autorités en Europe, mais est-ce que vous pouvez dire aux Français, est-ce qu'ils peuvent participer, est-ce qu'ils peuvent aussi se mobiliser et vous aider? Oui, en le disant, en le faisant dire partout. Car dans les démocraties, seule l'opinion publique compte. Voilà, seul le peuple compte. Si le peuple français pense comme moi qu'il n'y a pas d'option, qu'il faut le faire tout de suite, urgemment, en étant très respectueux de la République, c'est vraiment l'investissement, qu'on va pas avoir le débat sempiternel des migrations. Je vous le redis, vous changerez de mot bientôt. Vous direz submersion.
Voilà. Et on ne discute pas de 40 000, 80 000, 400 000, 600 000. Je veux dire, c'est une blague. Oui, mais on est sur un sujet la question d'Arlette était très concrète. Non, mais oui, donc alors, on a un site, je sais pas, vous pourrez peut-être le donner en tête tout à l'heure, mais juste grosse bise, quoi. On soutient. Comment on fait chacun dans ses écoles, dans ses usines, en parlait. Et à l'inverse, les cousins, les cousines, sur Twitter, dans la rue, voilà, des mots, des faits. Je veux dire, mais oui, c'est pas prendre d'argent, c'est pas voilà. Le faire savoir. Et à l'inverse, il y a sur Twitter un Africain qui s'appelle Roger Chamberlain qui dit: moi, si j'ai un projet chez moi en Afrique, est-ce que je vous contacte? Est-ce que vous intervenez directement pour financer des projets? La réponse c'est non. Roger, non. Non, mais je vais pas raconter de salade. Il ira voir l'agence africaine d'électrification de l'Afrique. Ce qu'il peut d'ores et déjà avoir, c'est l'association des associations d'énergie renouvelable, si c'est le cas, l'association des producteurs d'énergie qui est à Abidjan également. Il peut m'envoyer un mail pour que je l'oriente. Mais moi, je ne traite pas. Moi, je ne suis pas électricien. Voilà. Moi, j'ai aucune compétence technologique. Aucune. Et je suis pas africain. Et c'est juste, je veux aller au bout de mon rêve. Serge Joly. Oui, Jean-Louis Barlot, on arrive vers la fin de cette émission. On a encore un peu de temps, mais non, il nous reste allons-y, 6 minutes. Vous avez été un homme politique très actif. Vous avez fait d'autres métiers dans la vie, mais vous avez été un homme politique très actif. On vous connaît avec beaucoup d'énergie. J'ai l'impression. Il y en a deux à côté de vous qui se marrent. Hein, oui. Non, c'est parce que non, c'est à cause de votre geste. Vous mettez le micro dans l'œil. C'est une manière particulière de s'exprimer. Voilà. Alors, surtout à la radio. J'ai envie de vous dire. Finalement, le bonheur, c'est d'avoir été un homme politique, mais de ne plus l'être. Non. Vous avez l'air 10 fois plus excité. Non. Vous trouvez ça plus amusant, plus efficace, finalement, que le métier d'homme politique français? Mais je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je me suis passionné pour Valenciennes. Voilà. Oui, on vous a connu très énergique. Je veux dire, le jour de l'annonce à 20h que l'Angleterre rentre pas dans la zone euro, et donc je savais que j'avais gagné Toyota. J'étais quasi en larmes. Qu'est-ce que je dis? Bon. La rénovation urbaine des banlieues françaises, 46 milliards. Je pense qu'on l'aurait pas fait. À l'époque, on avait des émeutes urbaines, entre 10 et 15 par jour. Et tous les maires aujourd'hui, il y a des difficultés. Ouais. C'est un problème de 46 milliards. On n'en a jamais parlé, quasi pas en France. Ça s'est fait totalement discrètement. Et c'était la même chose. Une agence qui concentre de la valeur ajoutée de la matière grise, tiers de confiance, et qui fédère des financements qui existent déjà. En réalité. Et les fait venir le bon jour, au bon endroit, à la bonne heure. Voilà, ce n'est que ça. Donc tout ça m'a passionné. Le Grenelle dans sa dimension énergétique, transport, quand je vois qu'on a multiplié par 3 les tramways, les autoroutes ferroviaires, le lancement du canal Seine, je veux dire, c'est des choses l'action publique, c'est extraordinaire. Là, au fond, ce n'est que de l'action publique. À grande échelle. Non, pas à grande échelle, c'est parce que ça intéresse. Non, mais il y a pas de grande et de petite. Je pense qu'on est passé à côté d'un rendez-vous il y a quelques années. On n'était pas prêt. L'évidence de cette confrontation entre le monde de la lumière, la démographie, le nomadisme, c'était encore intellectualisé, mon histoire à l'époque. Maintenant, les gens le ressentent dans leur tripes. Parce qu'il y a une menace aussi, Jean-Louis Borloo. Oui, parce qu'il y a une menace. Oui, parce qu'il y a un bouleversement du monde. Évidemment qu'elle est gigantesque. Le dernier rapport de la CIA dit que c'est la première menace. Nous, on est obsédés par chiites sunnites. C'est un moment. Je dis pas que c'est pas très grave, mais ça a rien à voir avec un mouvement démographique de fond qui lui va pas s'arrêter avec 20 000 trucs d'asile, avec une définition du réfugié politique. On est sur autre chose, et cette autre chose, il peut être fantastique. Alors qu'on s'en donne un peu les moyens. Oui, est-ce qu'un pays éclairé est moins sensible à l'islamisme? Mais évidemment, obscurantisme. Voilà. Moins sensible. Mais il n'empêche que les Saoudiens construisent des mosquées partout. Oui, mais tout est complexe. Et c'est pour ça que le problème de l'action publique, c'est à un moment donné de dire quel est l'essentiel, quel est le prérequis, quelle est la base, quel est l'acquis. Au fond, est-ce que c'est l'acquis qui donne sa trajectoire et sa puissance au bateau ou la voile? Eh bien, l'action publique, c'est que c'est la quille. Voilà. C'est ça qui fait avancer le bateau. Et donc, vous êtes obligé. Il y a plein de trucs. On peut commenter des heures sur des centaines de sujets que j'ai même pas évoqués qui sont importants. Mais quel est le truc le plus fondamental qu'on peut traiter,
quelle méthode, quels outils humains, quel système de contrôle, quelle évaluation, que ça puisse être, qu'on puisse le suivre. Voilà, parce que quand on suit la mise en mouvement d'un plan comme ça, vous imaginez pas à quelle vitesse il va aller. Tous les génies autour du monde, notamment cet Africain qui a appelé tout à l'heure, qui sait plus, qui comptait. Mais il va trouver qui va contacter. Si c'est que le truc qui se lance, mais il va y en avoir. Mais des Vietnamiens, partout. Et c'est nous, et cette intelligence africaine. Dire, putain, mais au moins un cap clair. L'action publique, c'est aussi dire, voilà le cap, voilà les moyens, voilà l'organisation, voilà comment on vous rencontre. Mais ça va à une vitesse forte. Et si nous, les Européens, on ne fait pas ça, ce sont les Chinois qui vont le faire ? Alors, non, ils vont pas faire exactement ça. Eux, ce qu'ils font, c'est que ils font du commerce industriel. C'est-à-dire qu'ils prennent des ressources en échange de contrepartie. Mais ce qui se passe dans l'évolution du continent africain, s'il y a une déstabilisation majeure, ça ne va pas déstabiliser. Ça ne les concerne pas vraiment, en fait. Je rappelle simplement qu'ils sont 1 300 000. Bon. Et donc, oui, eux, 1 milliard 300 000. Non. De Chinois en Afrique, vous parlez, non? Ou de Chinois? De Chinois en Afrique. En Afrique. Ah oui. Pour moins de 100 000 Français. Mais eux, ils ont leur stratégie. Nous devons avoir la nôtre. Voilà. Et je pense que ça, au moins, je crois que c'est en train d'être acquis. Et alors, en attendant, parce qu'on comprend bien que ça pourrait résoudre le problème de l'immigration, mais en attendant, là, ceux qui prennent la mer en ce moment et qui meurent et qui sont réfugiés en Italie et dont on ne sait pas quoi faire, dans l'urgence, là, vous avez des idées aussi? Non, aucune. Moi, je suis un séquentiel. Je suis jour et nuit en train de me dire où est-ce que, pour l'instant, tous les matins, tous les matins, j'ai une tartine de confiture qui tombe des mains. Un truc, Rwanda, je sais pas où, enfin tous les jours, un problème, un truc. Et à chaque fois, depuis des mois, là, la tartine, elle tombe toujours du bon côté. Bon, toujours. Il y a comme une main invisible qui m'aide. Alors je me dis, tiens, à quel moment, là, à quel endroit, je vais me tromper, je vais faire la gaffe. Oui, je vais rater je vais pas voir le virage, je vais être maladroit, j'ai pas vu que l'ego d'un tel, la plus grosse difficulté, jour, par exemple, c'est quoi je me dis, tiens, merde, c'est vrai. Notre luxembourgeois, là, de 42 ans, qui est formidable, c'est lui qui va présider l'Union. Le 1er juillet. Rappelez-nous son nom. Comment il s'appelle J'ai oublié son nom. On l'a tous sur le bout des langues. Ouais. Je vais me revenir dans une seconde. Téléphonez vite. Non, mais en plus, je l'ai eu au merci. téléphone la semaine dernière, on se voit le 17. Bon. Mais vous voyez, j'ai un truc comme ça, on n'anticipe pas, on rate un virage. Et puis c'est compliqué quand même l'Afrique. Hein. Bon. Donc je suis très attentif et je m'occupe pas trop des autres sujets. J'ai juste pas tout à fait compris. J'ai compris qu'il y avait de l'asile politique, il y avait 20 000 places. Et les quotas par pays, ça vous dit quelque chose? Non, en fait, c'est pas sur les migrants, c'est sur les réfugiés politiques. Bon, donc on est en dessous de ce qu'on fait, ou à peu près. Bon, à peu près. Bon. Mais en revanche, ce que j'espère, c'est l'implication du Vatican dans cette affaire. Parce qu'on est quand même une réponse à l'adresse du pape au Parlement européen. Donc j'ai vu le nonce apostolique l'autre jour, il y avait le cardinal Sarah. Je revois Monseigneur André 23 la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a une dimension non pas religieuse, mais spirituelle. Donc à vous entendre, le plan, c'est ridicule. Non, mais c'est... Bon, voilà. Et puis phénoménal. C'est l'histoire du doigt. Il y a le mec qui regarde le doigt alors qu'il faut regarder la montagne. Ouais. Mais il fallait aussi que l'Europe dise quelque chose. Voilà, bon, moi je veux pas jeter... J'ai besoin... L'Afrique, nous avons besoin de l'Europe aussi. Jean-Louis Borloo, j'ai trouvé votre adresse internet. C'est énergiepourlafrique.org. Énergie au pluriel. J'ai le résultat du foot. Malheureusement, à la dernière minute, les Allemands ont marqué. Il n'y a pas eu de prolongation. Le PSG en finale de la Coupe d'Europe et donc a perdu. Et le nom du luxembourgeois, on le cherche encore. Merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion. Résumé de la situation européenne. Le foot, c'est 11 contre 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Là, les Allemandes, en l'occurrence. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. Demain soir, nous serons à Cannes avec Pierre Lescure, le directeur du festival, invité du Club de la Presse. Vous y serez, Arlette. Dans quelques minutes, Frédéric Tadei.